nos producteurs, on va les voir. La carcasse, elle est utilisée de façon optimale. Et effectivement, ce n'est pas toujours de la viande. Il y en a, mais ce n'est pas toujours de la viande en AB produite en France qui est servie. Mais celle qui est servie, elle est soumise à des critères exigeants en plus des critères du label rouge. Et notamment, effectivement, éviter la nourriture aux antibiotiques et sur l'espace qui est dévolu à chaque animal, etc., etc. Après, encore une fois, Madame, nous ne sommes pas parfaits, c'est clair, mais je pense qu'on est quand même pas trop mal et que par ailleurs, puisque vous défendez le label agriculture biologique, la ville de Paris est le premier acheteur public de France d'agriculture biologique pour sa restauration collective et pas seulement pour sa restauration collective. Comme je vous le disais, aujourd'hui, on est à 35% de bio dans notre restauration collective et on veut aller vers du 75%. On est des soutiens permanents, loyaux, fidèles du... Comment ? Bio et il n'y a pas que du produit frais, il y a quand même les légumineuses en produits, il y a quand même de la conserve qui sont bio, qui ne sont pas que du produit frais. Pardon ? Oui. Mais madame, c'est pour ça, c'est pour ça, mais je pense sincèrement que vous vous trompez de cible si vous pensez que je ne suis pas soutien de l'agriculture bio. On a organisé en février les premiers rendez-vous de la restauration collective durable à Paris. La Seine-Saint-Denis avait organisé une manifestation similaire quelques semaines avant qui a permis en une demi-journée à 300 rendez-vous directement entre producteurs et gestionnaires. Tout le monde a été ultra ravi et ça a permis à des... Mais comment ça, Madame... personne ne peut postuler ? Mais bien sûr qu'on peut postuler, madame. Non, mais je crois que là, enfin, de toute façon... Je voudrais juste terminer, si je peux juste terminer une phrase, enfin, répondre à une de vos interjections, peut-être pas à 6, mais à une, vous dire simplement que la ville de Paris, et je pense qu'ils peuvent en témoigner s'ils sont encore dans la salle, est puissamment et, fidèlement aux côtés du groupement des agriculteurs biologiques d'Île-de-France, aux côtés de la Fédération nationale de l'agriculture biologique. Nous sommes en rapport constant avec l'agence bio et nous soutenons pas seulement philosophiquement, mais aussi financièrement, mais aussi en termes d'accompagnement. Et que AgriParis-Seine s'organise aujourd'hui pour créer un fonds de portage et de garantie d'accès au foncier, que nous nous soyons engagés dans la sanctuarisation du foncier francilien pour qu'il soit orienté au moment des transmissions vers de l'agriculture biologique, et toutes les opérations que nous menons et le financement que nous apportons à la coopérative bio d'Île-de-France, je pense, plaide plutôt en notre faveur. Ceci dit, évidemment, tout est perfectible et je ne dis pas que nous soyons déjà parfaits, mais en tout cas, on a la volonté d'aller assez loin. Je voudrais juste rajouter un mot parce que ça a été évoqué, je crois, par toi, Aurélie. Tu parlais de la question de la disponibilité du foncier. Il y a un enjeu majeur aujourd'hui en Île-de-France, pas seulement, hein, mais moi je parle de l'Île-de-France. Il y a un enjeu majeur aujourd'hui en Île-de-France qui est la captation d'une partie de la surface agricole utilisable pour l'alimentation humaine au profit de cultures énergétiques intermédiaires, etc. Et où on se retrouve dans une situation complètement ubuesque où, alors que la méthanisation, qui à mon sens est un bon principe, était là au départ pour valoriser des déchets d'une production agricole, aujourd'hui on en est à des productions agricoles qui doivent valoriser le méthaniseur. Donc on marche sur la tête, ça coûte des millions d'euros. On est dans une région qui signe des chèques de millions d'euros de soutien à des agriculteurs qui se lancent dans on n'a pas super méthaniseurs, mais dans de très grands méthaniseurs en Île-de-France. C'est de la surface agricole pour l'alimentation en moins. C'est de la captation de CO2 en moins, puisque le fauchage de ces cultures-là, eh bien, non seulement libère du CO2, mais empêche de la séquestration de carbone. Et tout ça parce qu'on est toujours
toujours dans ce système de toujours plus, de gigantisme, où on ne et remet de production pas... d'énergie dont on a besoin, parce qu'on ne veut pas que du nucléaire en France. Ah, mais je suis d'accord, mais on peut développer des ENR, des énergies renouvelables, ce qui n'est pas la même chose que la méthanisation. Alors ça fait aussi l'office d'un vrai gros sujet, l'agrivoltaïsme et l'agri-photovoltaïque. Non, tous mais ces sujets-là, c'est pas la même chose. Des portes. Là, je parle de la méthanisation. Le photovoltaïque, c'est encore autre chose. Je parle de la méthanisation. Non, mais agriculture et énergie, je parle du fait que des milliers d'hectares sont en train de sortir de la SAU pour uniquement alimenter des méthaniseurs. Voilà. Uniquement pour... Écoutez, je reviens des assises européennes de la transition énergétique. Il y a aussi beaucoup d'alternatives qui fonctionnent. Et donc ça, c'est un sujet qui est aussi très important. On s'éloigne du sourire des enfants devant leur yaourt à la fraise. Ils ont besoin qu'on cultive des fraises, tu vois. Absolument. Ils ont besoin qu'on cultive des fraises et pas uniquement des céréales qui vont rentrer dans le méthaniseur. Tout à fait. Alors, c'est là-dessus quand même que je dois, en tant que maîtresse du temps, maintenant vous remercier d'avoir été présent pour cette table ronde. On a beaucoup parlé des cuisiniers. Il y a un cuisinier qui est le grand témoin de cette journée, qui est aussi le parrain de la SIC Nourrir d'Avenir, des Pieds dans le Plat, enfin, qui vous accompagne depuis de longues... Et puis vous êtes aussi dans les cuisines des plus gourmets d'entre nous. Olivier Rollinger, je vais vous demander de venir sur scène. Vous êtes un chef... triplement étoilé, mais c'est pas les étoiles qui vous intéressent. Vous l'avez dit tout à l'heure au déjeuner, ceux qui font la révolution, ce sont vraiment les étoiles. On devrait les donner à ces cuisiniers de l'ombre qui œuvrent chaque jour pour nourrir nos enfants et les régaler. Bonjour, bonsoir à vous. Madame les élus, monsieur le maire, d'abord merci de nous accueillir. Bon, je pense que vous devez tous être cramés, vous avez soif, et vous avez peut-être même envie d'aller au petit coin, mais vous avez encore quelques minutes, vous allez devoir m'écouter un petit peu. Alors d'abord vous dire simplement, évidemment, à tous mes copines et mes copains du collectif Les Pieds dans le Plat, et tous ceux qui animent aujourd'hui la SKIC, avec Isabelle, évidemment avec Jean-Marc, mais avec toute l'équipe extraordinaire, avec Joey. Je suis très heureux d'être là et j'ai envie de vous dire à tous et à toutes merci parce que aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai un petit peu le sentiment de me sentir un petit peu moins seul dans ces convictions. Et là, manifestement, il y a un groupe. Alors, on sent qu'il y a des élus, il y a une volonté. Puis alors, franchement, vous, là, le grand maire jeune, là, quelle audace, quel courage. Vous êtes gonflés quand même. Mais bravo, bravo. Alors, vous employez très souvent le terme, là, vous allez me dire pourquoi je suis là, parce que cuisinier, étoilé, 3 étoiles Michelin, 15 ans vice-président à l'international de l'association des relais châteaux, élu par les 520 meilleurs chefs dans le monde, 62 nationalités. Mais qu'est-ce que tu fous là, quoi, hein, Bon, il se trouve que moi, Pierre Belon, il y a maintenant 20 ans, m'avait demandé de venir travailler pour la Sodexo. Et j'ai travaillé pour la Sodexo en interne. Et j'ai pensé que l'on pouvait peut-être changer les choses à cette époque-là. Il y a des gens merveilleux qui travaillent dans cette énorme bécane. Il y a des gens merveilleux. Seulement au moment où il faut déployer une belle idée, une bonne idée, ben, il y a quelques centimes, il y a quelques profits, il y a quelques gros profits qu'il ne faut pas remettre en jeu. Donc, moi, la conclusion, c'est pour ça que lorsque j'ai écrit le livre « La naissance de mon petit-fils », Ulysse, il y a maintenant 4 ans, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Pour la révolution délicieuse ». Et d'ailleurs, je suis ravi aujourd'hui que l'on reprenne ce titre, qui d'ailleurs ne m'appartient pas, il faut le redonner, il appartient à Alice Waters, qui était, vous savez, parce que moi, mon vieux copain, c'était Carlo Petrini, depuis plus de 40 ans, et Alice Waters représente Soul Food pour tout le continent nord-américain, et elle était la conseillère de Michelle Obama, pour tenter de faire en sorte qu'on se nourrisse un petit peu mieux dans les écoles et dans les universités américaines. Et parlant de l'Amérique, justement, parce que là, finalement, on sent qu'on est peut-être proche de... J'ai un dream, I have a dream. Et moi, ma génération, c'était John Fitzgerald Kennedy. Vous vous souvenez de John Fitzgerald Kennedy ? Eh bien, dans son programme de John Fitzgerald Kennedy,
lorsqu'il a vu la pandémie d'obésité qui arrivait dans la jeunesse américaine à l'époque, il a demandé dans son programme, lui c'est un politique, hein, un vrai, de session, s'il a été aimé, il a dit il faut créer effectivement des centres de gymnastique, d'éducation physique. Et les gens lui disent mais il est dingue. Dans les écoles privées américaines, comment imposer? Il va falloir construire des gymnases, former des professeurs d'éducation physique. Il l'a imposé. Eh bien, moi, il me semble qu'aujourd'hui, lorsque je vous entends, quand je vois cette dynamique, où vous apportez, là, pour la première fois, parce qu'effectivement, on était en Dordogne, moi j'essaie de convaincre aujourd'hui en Ille-et-Vilaine, je me suis dit, oh oui, ça, ce sont des babas, ce sont des utopistes, alors quand bon, c'est des histoires un peu de... On n'y arrivera pas. La preuve est faite qu'il suffit de le vouloir pour qu'on puisse y arriver. Aujourd'hui, c'est plus... Et le fait de savoir qu'on peut le faire, eh bien, c'est pas on peut le faire. Notre devoir est de le faire. Alors, si vous avez certains élus qui ne sont pas convaincus, dites-leur que si demain ils veulent être réélus, et s'ils n'ont pas ce type, s'ils n'ont pas la dimension alimentation de qualité pour les maternelles, pour les collèges, pour les régions, avec évidemment cette complexité française de pourquoi la cantine maternelle c'est la municipalité, pourquoi le collège c'est le département, pourquoi le lycée c'est la région. Mais s'ils ne le font pas, ce sera dramatique. Ils ne pourront pas. Mais qui? Mais quelle que soit la couleur politique, qui peut aller à l'encontre de dire que mon enfant ou mes petits-enfants puissent être mal nourris à la cantine? Elle a raison, Isabelle, lorsqu'elle dit, tout d'un coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les enfants, et c'est tant mieux, c'est presque des petits Jésus là, qui arrivent dans les familles, c'est la nouvelle religion, l'enfant, aujourd'hui. Et tout d'un coup, dès qu'on le met dans la société, il faudrait qu'il soit maltraité. Oui, maltraité, mal nourri. Parce que la pandémie d'obésité, elle est là. Les maladies liées collatérales sont là, sont présentes. Il se trouve que, vous allez me dire, je suis parrain de beaucoup de choses, je suis parrain du collectif Les Pieds dans le Plat, Éthique Océan, et aussi les travaux, depuis 1 an et demi, entamés par la Fondation de l'Académie de médecine. Ils ont demandé à un petit cuisinier breton comme moi de parrainer ces travaux-là. Et il se trouve, et vous allez voir, c'est un livre blanc destiné à l'ensemble des politiques, en particulier à l'Assemblée nationale. Salut Madame la députée. Et les conclusions de ce livre blanc, qui sort le 1er juin, il va être disponible sur... Vous faites Fondation de l'Académie de médecine, vous allez voir ce livre blanc. On s'aperçoit, les conclusions, c'est que la santé de chacun, quel que soit l'âge, hein, d'ailleurs, c'est intéressant. L'alimentation, c'est avant de faire le bébé, pour le papa comme pour la maman. La qualité de l'alimentation, évidemment, lorsque la maman attend ce bébé, la petite enfance, l'enfance, la préadolescence, l'adolescence, et puis même le moment, la veille du trépas. Eh bien, les conclusions, elles convergent. Ce qui fait du bien à la santé de chacun, fait du bien à la planète. Évidemment, on y intègre les perturbateurs endocriniens, les cocktails de pesticides, et c'est la raison pour laquelle je suis d'accord avec beaucoup d'entre vous. Le bio est indispensable. Mais qu'est-ce qu'on a foutu? Qu'est-ce qui s'est passé ces 5 dernières années dans le bio? Quand on se dit aujourd'hui, les gens s'écartent du bio. Mais pourquoi ils s'écartent du bio? Parce qu'il y a des gens, parce qu'on a triché avec ce bio. Moi, sur le marché des Lys à Rennes, certains les Bretons le savent, sur le marché des Lys à Rennes, quand j'ai commencé à cuisiner en 1982, on les prenait, il y avait 3-4 babas qui arrivaient avec le pétard, machin, qui arrivaient avec 3 carottes complètement piquées, navets et tout. Il y a une espèce de babas gauchos, c'est ma génération. Hein. Ils avaient tellement raison. Et comment se fait-il qu'aujourd'hui, même Leclerc est bio? Mais pourquoi pas Monsanto bio aussi, hein? Allons-y. Donc quand ils se sont aperçus que là, il y avait un vrai levier économique et qu'il y avait évidemment une valeur ajoutée à aller chercher, ils sont allés le voler aux agriculteurs qui se sont engagés, qui ont eu le courage de le faire, avec pas un sou d'argent public. Et ce contrat de confiance qu'ils avaient lié entre la population, avec les citoyens, les citoyennes et cette agriculture, certains sont en train de le casser actuellement. Alors effectivement, il n'a jamais été aussi urgent aujourd'hui que d'aider l'ensemble des agriculteurs bio, parce qu'effectivement, ils sont en perte de vitesse, parce que ce contrat de confiance
On ne peut pas l'avoir avec Carrefour, on ne peut pas l'avoir avec Intermarché, on ne peut pas l'avoir avec Leclerc. Ça, c'est pas possible. Avec ces 4 centrales d'achat, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'alimentation depuis la Seconde Guerre? Et plus particulièrement dans l'alimentation que l'on donne à nos enfants. Je vais vous rappeler une anecdote, parce que je viens d'en avoir une il y a 48 heures, elle est énorme. L'acheteur d'Intermarché pour le Grand Ouest. Elle est énorme. Attendez, parce que nous, en Bretagne, on est quand même gâtés. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a considéré que le progrès, on a tous une part de responsabilité, attention. Le progrès, c'était de pousser un caddie le samedi après-midi dans une allée marchande, avec des grands néons, avec une espèce de musique naze, et de remplir le bazar en disant « je suis peinard pour la semaine, je ne vais pas avoir à cuisiner ». Extraordinaire. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On l'a tous fait. Mais qu'est-ce qu'on a fait là? Eh bien, on a mis entre les mains cette immense responsabilité de nourrir l'humanité, en tous les cas en particulier ces pays occidentaux, et nous-mêmes, la France, entre les mains de 4 centrales d'achat. C'est quoi une centrale d'achat? Les centrales d'achat, c'est 15 à 20 personnes qui décident de l'alimentation. Aujourd'hui, 82% de l'alimentation passe à travers ces 4 centrales d'achat. Ça veut dire qu'à peu près, il y a 50-60 personnes qui décident de l'alimentation de tous. On a confié à l'industrie la responsabilité de nous nourrir. Mais quelle est la finalité de l'industrie? On ne peut pas lui en vouloir. C'est de faire du profit. Mais quand vous cuisinez à la maison, quand vous recevez des amis, quand vous nourrissez vos enfants, est-ce que vous y avez une notion de profit? Non, il y a une notion de faire plaisir. Il y a une notion il y a un don. Et c'est pour ça que, quand on parle de révolution délicieuse, ce qu'il y a de merveilleux lorsqu'on vous entend et ce que l'on est en train de mettre en place, c'est une dimension éthique, certes, mais elle est joyeuse. Elle donne de la joie au cœur de chacun. On l'a vu, mesdames, et je salue encore le merveilleux déjeuner préparé par Samuel et toute son équipe, absolument remarquable. La joie, la dimension éthique. Et là, il y a quelque chose où là, on est un peu dépourvu. Qu'est-ce que c'est que la politique, on part dans qui, on part dans quoi? Mais ces dimensions de collectif, de coopération. Moi, je vais plus loin. Je pense qu'aujourd'hui, la table, c'est le partage, engage une forme de solidarité, et osons le mot, pourtant que on voit pourtant écrit sur l'ensemble de nos mairies. La table, la cuisine, nourrir, prolonger la vie de chacun, et en parler de nos enfants. Mais c'est ça, elle est là concrètement, la vraie fraternité. Elle est là, la fraternité. C'est là où on devrait la voir, la fraternité, dans le partage de l'alimentation. On parle de sécurité sociale, on parle de ceci, mais évidemment, le bien manger. Lorsque vous allez tous à l'étranger, lorsqu'on va tous à l'étranger, on dit, on est française, on est français. Ah oui, c'est le pays du bien manger, tout ça. Ouais, le pays du bien manger, ouais, c'est le pays où McDonald's fait les plus gros profits au monde. D'accord? On peut parler, c'est un pays du bien manger. Mais c'est passé, on a laissé. Alors pourquoi moi, cuisinier 3 étoiles, j'ai été engagé sur ces sujets-là? D'abord parce que j'étais avec ces agriculteurs et ces pêcheurs. On ne va pas reparler là, des ressources halieutiques, mais je trouve que je parraine Éthique Océan à l'international. Je peux vous dire que c'est un drame et que la première espèce en voie de disparition, c'est évidemment une multitude de poissons, mais c'est aussi les pêcheurs. Mais il faut dire que cette dynamique, cette prise de conscience alimentaire, elle doit nous amener, enfin, pas nous, parce qu'aujourd'hui, on est en train de griller notre dernière cartouche, si je puis dire, mais cette jeunesse qui fait preuve d'une maturité, d'une clairvoyance, cette prise de conscience alimentaire, de l'alimentation, le Covid, 65% des moins de 30 ans, 65% des images sur Facebook, Instagram, c'était de l'alimentation. Elle est permanente. Les jeunes ont compris qu'ils faisaient partie aussi de cette grande dame nature. On n'a pas le droit de les laisser. On n'a pas le droit d'abandonner nos paysans parce qu'on a ce garde-manger, cette nature qui est si généreuse. Ça fait 30 ans qu'on la bousille, 40 ans, je peux en parler, hein, je suis en Bretagne. Et vous dire que moi, cuisinier, voilà, des étoiles, ces choses-là, ça a vraiment très peu d'importance par rapport à la cuisine de tous les jours. Ces gens-là, c'est des garçons comme Jean-Marc Mouillac, c'est comme Samuel, c'est tous ces garçons qui devraient être aujourd'hui les têtes d'affiche. Et ce n'est pas le dernier 3 étoiles ou le dernier 50 best, c'est ces gens-là qui devraient. Et nous, on a une part de responsabilité parce qu'on a pensé qu'il y avait la grande cuisine dans nos maisons.
Et ce qui se passait dans la rue, et particulièrement dans les écoles, ce n'était pas important. Or, il n'y a que 2 types de cuisine, la bonne et la mauvaise. Et c'est la raison pour laquelle on demande beaucoup à l'éducation nationale. J'ai le plus grand respect pour tous les instituteurs, institutrices, professeurs. On leur demande, peut-être même, on leur demande déjà de leur apprendre à dire simplement aux enfants bonjour, au revoir et merci. Mais l'éducation alimentaire, on devrait, en France, pays des droits de l'homme, devrait être le pays du droit du bien manger. Et dans l'éducation nationale, on devrait apprendre à se nourrir, à s'alimenter, comme on leur apprend à lire, à écrire et à compter. On tire le grand fil de la vie, la notion du vivant, de les connecter en permanence avec la nature, d'expliquer pourquoi un yaourt, il faut du lait, pour faire un lait, il faut une vache, pour faire une vache, il faut que la vache ait eu un bébé avant qu'on puisse avoir du lait. Toutes ces choses-là, une graine, elle pousse. Ils peuvent avoir tous les jeux, les possibles, inimaginables sur leur tablette extraordinaire. Il n'y a rien de plus beau qu'une graine qu'on voit qui pousse la terre. On voit juste une petite pousse, un petit germe, une petite herbe, une petite plante, un arbre. Ça, c'est la magie de la vie. Et tous les ans, le printemps. Mais c'est pour ça que cette dimension éthique, mais avant tout joyeuse, il faut l'aborder. N'abordons pas la notion, ouais, il ne faut plus manger de viande, oui, il ne faut plus manger de ceci, oui, il ne faut plus manger de cela, la notion de régime, l'espèce de dimension janséniste, tout d'un coup va se faire mal, cette espèce de puritain, non, il faut apporter quelque chose de joyeux et fraternel. Ça, c'est important. Et ça, je suis tellement bourré d'espoir à l'égard d'or. Franchement, j'ai passé une journée merveilleuse avec vous. Et je repars encore plus gonflé, et j'irai encore plus loin. Il me reste encore quelques années à pouvoir transmettre ce message avec le collectif Le Pied dans le Plat, avec Nourrir l'avenir, avec toute cette dynamique, tout cet enthousiasme, et aussi cette réalité. Et toutes celles et tous ceux qui vous diront « mais tout ça, c'est un peu utopique ». Rappelez-vous. Je ne sais plus qui l'a écrit d'ailleurs, rappelez-vous, l'utopie est le tout début du refus du renoncement. L'utopie est le tout début du renoncement. Eh bien, nous ne renoncerons jamais. Merci à toutes et à tous. On va boire et boire un verre. Merci. La journée donc touche à sa fin, mais pas tout à fait, parce que vous êtes tous attendus, tous invités au centre scolaire, au groupe scolaire Maryse Bastier, où les cuisiniers de la SIC ont préparé quelque chose de super délicieux qui vous attend tous, avec des ingrédients mystères. Et de la semence paysanne, bien sûr. Donc, un petit moment gourmand à partir de 18h30, c'est-à-dire dans 10 minutes, à l'école, qui se trouve à 5 minutes de marche. Vous allez pouvoir la voir le réel de cette cuisine à l'intérieur de la salle où les enfants mangent. Et vous allez pouvoir échanger sur cette journée. Merci à tous d'être venus et bonne soirée.